C'est bizarre d'ailleurs parce que d'habitude c'est l'assistance qui est en retard. Cette fois-ci, c'est les panélistes qui sont en retard. Ils sont tous mes amis, mais il faut que je le constate. Voilà. Ceci étant dit, et mes excuses acceptées par le public, il faudrait que nous nous engagions dans cette discussion qui est extrêmement importante et qui a été suscitée d'ailleurs par... Monsieur l'ambassadeur, on vous entend jusque dehors. Merci beaucoup. Voilà. Et cette discussion a été suscitée par monsieur Mignan Diouf du Forum Civil. C'est lui qui est venu nous voir au lendemain de certains incidents pour me dire qu'il faudrait peut-être qu'on discute de ces choses. Et je lui dis, Mignan, désormais on va faire cause commune, si tu veux même, au-delà des activités du WAC, que chaque mois on mette sur la table un problème important pour l'Afrique et on fait un panel autour de cela. Ça peut être l'intégration, ça peut être ce terrorisme-là qui est en train de guetter et de menacer tout le monde et personne ne semble s'en rendre compte. Parce que ce qu'ils cherchent maintenant, c'est un accès à la mer et ça vient vers nous et on ne s'en rend pas compte. Et tant d'autres choses qu'on pourrait discuter ici. Voilà, donc en attendant que les autres panélistes viennent, je vais demander à monsieur le modérateur qui nous vient du CODESRIA, une institution amie et sœur, peut-être de prendre la parole. Mais avant, monsieur le modérateur, si vous permettez que monsieur Mignan Diouf, qui a été à l'origine avec moi, puisse dire quelques mots, on vous laissera modérer la séance en attendant que les autres viennent. Et avec toutes mes excuses, et je m'excuse si j'ai été un peu rugueux. Mais bon, il faut nous avoir alors, mais merci à tout le monde d'être venu. C'est vrai qu'on aurait dû commencer un peu longtemps. Cette initiative fait partie de nos activités panafricanistes. Nous sommes des Africains et nous en réclamons tous les jours et tous les soirs. C'est comme ça que quand certains événements ont apparu sur le continent, et ce n'était pas la première fois, même si on a voulu penser qu'il faut stigmatiser un État ou un pays et tout concentrer sur cet événement, ce n'était pas la première fois du tout que des choses comme ça soient arrivées sur le continent. Vous vous rappelez, 89, entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est encore douloureux. Bref, mais on s'est dit donc qu'on constate que dans le cadre de la mondialisation, de la crise économique mondiale, il y a de plus en plus un repli identitaire sur le continent africain, le berceau de l'humanité. Et il y a de plus en plus une xénophobie que nous ne connaissions pas, qui semble se développer et qui cible les Africains chez eux en Afrique. Et la crise s'accentue, encercler cette crise par des difficultés sécuritaires qui se résument à la montée aussi d'un certain terrorisme qui nous tétanise, nous tous. Et nous nous sommes dit, il faut en parler. Parler entre nous dans la case de Baba, parler entre nous dans la case de la maman, pour que, entre frères et sœurs, entre cousins et tantes, entre oncles et frères, nous nous disions certaines vérités sur le continent africain qui, même divisé en sous-régions d'Afrique de l'Est, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, d'Afrique centrale, n'est en vérité qu'un pays, un continent. Et pour que nous acceptions, qu'on nous accepte que l'Afrique est un continent pays, c'est nous-mêmes qui devons démontrer à la face du monde que nous sommes d'abord des Africains. Donc voilà pourquoi on a pensé donc qu'il fallait provoquer ce débat. Et nous avions pas mal d'intellectuels, d'intelligence, d'experts pour animer ce débat-là. Fatou Sousa est sociologue, que personne ne présente plus, qui a travaillé beaucoup sur le continent africain, qui devrait même voyager dans les 72 heures. Bon, cette conférence a fait un peu qu'elle soit encore là, Dieu merci. Pierre Sané, que personne aussi ne présente plus. Pierre a été à l'UNESCO comme secrétaire général ou directeur, il a été à l'Amnesty comme sous-directeur, il a été au CRDI pendant longtemps, et il fait partie bien sûr des intellectuels africains aussi qui travaillent pour le continent sur pas mal de questions. On avait aussi l'ancien ministre, Cheikh Tidiane Gadio, qui est directeur de l'Institut panafricain de stratégie. Je crois qu'il est en route, il va bientôt arriver. Alun Tine,
qui aussi a été à la radio pendant longtemps, a été à Amnesty Afrique de l'Ouest pendant longtemps, et qui fait partie aussi de la société civile sénégalaise. Et enfin, on avait notre modérateur qui nous vient du Codestria, et qui me disait hors micro, j'ai vécu beaucoup de xénophobisme en Afrique, mais ça ne m'empêche pas d'être africain. Et je ne me fais pas de complexe pour ça. Donc, je crois que voilà pourquoi nous avons donc pensé que ce débat pouvait être tenu. On a invité toutes les ambassades, sans distinction. On a invité aussi les ministères clés qui s'occupent de ces questions au sein du gouvernement du Sénégal. Affaires étrangères, intérieures, forces armées et tout. Parce que la question intéresse l'ensemble des décideurs qui sont à des points stratégiques et qui participent au dialogue diplomatique et au dialogue aussi non diplomatique. La société civile, les chercheurs et les universitaires. Donc voilà un peu pourquoi nous avons provoqué ce débat. Et merci à certains doyens parmi nous d'être venus. Mon roi, le seul, le professeur Barry, qui est là. Notre frère du Maroc, hein, merci d'être venu. Le général à qui je suis au garde-boue. J'ai vu à l'intérieur l'ambassadeur Samba Bourimou, mon frère Bouba Diop et tant d'autres. Donc merci d'être venu. Je remets la parole à Ousmane qui a mangé du couscous avant-hier sans m'en garder une partie. Gadio, Navio. Oui, être général dans l'armée du Sénégal parce qu'il a fait l'école des enfants de tout. Voilà, et le général Seck est là. Voilà. Il aurait pu être aussi un de nos meilleurs journalistes parce qu'il a fait la communication et on a enseigné ensemble au CESTI. Il aurait pu être un excellent ambassadeur du Sénégal aux États-Unis parce que s'il y a quelque chose qu'il connaît certainement, c'est la dynamique américaine. Et pour votre information, on est allés tous les deux ensemble aux États-Unis en tant que bénéficiaires de la bourse Fulbright. Si on faisait la liste, tu ne me le demandes pas, mais je vais te dire, tu es certainement parmi les ministres des Affaires étrangères qui ont le plus marqué la diplomatie sénégalaise. La chose qui me plaît surtout en toi en dernier, c'est que véritablement c'est l'exemple consommé de ce qu'on peut dire. Il y a bien une vie après la politique. Une fois que vous n'êtes plus président, vous pouvez vivre normalement. Une fois que vous n'êtes plus ministre, mais vous pouvez travailler et vous n'avez plus besoin d'aller au palais pour qu'on vous recycle quelque part. Et il en est l'exemple achevé. Donc voilà, monsieur le modérateur, cette fois-ci vous avez la parole vraiment. Merci beaucoup. Je vais commencer par préciser que je suis anglophone, mais je vais essayer de me débrouiller en français et peut-être aussi en anglais. Comme on est déjà en retard, je pense qu'il faut commencer. On est ici, je pense, entre Niak. C'est le mot qui fait rage, que j'ai découvert au Sénégal. Et je suis content de voir qu'il y a beaucoup de Niak ici et qu'on a invité 4 Niak pour continuer cette discussion. Oui, il y a du Nord et il y a du Sud. Et je pense que ce qu'on doit faire ici, c'est de se poser la question pourquoi ce mot fait rage, pourquoi ce concept provoque de colère et les conditions sur lesquelles on produit cette haine. Je ne vais pas beaucoup parler, je pense que le premier Niak, le Niak ultime, je suis du Cameroun, je vis en Afrique du Sud, je travaille au Sénégal. Donc, toujours quand je voyage, les agents de sécurité ont des difficultés à me déconstruire. Donc, je comprends pourquoi ce concept est si difficile pour beaucoup de gens, et surtout ici au Sénégal, où on aime le mot ou l'expression du Sénégal rec. Et quand on dit Sénégal rec, c'est comme s'il n'y a pas d'autre pays que le Sénégal. Le Tchèque est spécial,
le Mafé est spécial, le Teranga est spécial, et il n'y a que le Sénégal qui est REC. Et c'est intéressant parce que quand le Sénégal est REC, le Sénégal a aussi ses NIAC. Et les NIAC du Sénégal sont REC. Donc, je vais inviter les panélistes de déconstruire ces concepts. Je ne pense pas que je vais faire l'introduction parce qu'ils sont déjà introduits. Vous avez, je pense, 15 minutes chacun. 15 minutes parce qu'on est... Non, il faut, parce que c'est un débat, je pense qu'il faut laisser la place pour les discussions et vous aurez l'opportunité de continuer avec vos présentations, mais j'aimerais que vous utilisez 15 minutes juste pour soulever des points très importants. On va commencer avec vous. Par ajouter nos collègues du Sénégal, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons fait match nul avec le Brésil à Singapour. Avec le Brésil. Sénégal rek. Ok, alors d'abord, permettez-moi d'adresser mes salutations au modérateur qui nous vient du Codesrea, au panéliste, Fatou Sousa, au ministre Gadio. Adresser mes félicitations à Mignane, du Forum social sénégalais, et au roi pour abriter cette conférence. Je présente mes respects à l'audience. Merci d'être venu enrichir cette conversation. Alors, je vais faire 4 points, et peut-être 2 ou 3 préalables. Le premier point, j'aimerais parler de la xénophobie au niveau international. Ayant travaillé à l'UNESCO, j'ai été directement impliqué, par exemple, dans la préparation et la tenue de la conférence mondiale contre le racisme et la discrimination qui s'est tenue à Durban en 2001. Donc, où est-ce qu'on en est de ce combat international? Deuxième, c'est l'Afrique, qui est le continent où on dénombre aujourd'hui environ 50 millions de migrants, dont 80% se déplacent à l'intérieur de l'Afrique. Donc, il y a 40 millions de migrants. Et si on met ça face à la menace xénophobe, on se rend compte que c'est vraiment un défi pour gérer les migrations et prévenir la xénophobie. Donc j'aimerais brièvement parler de l'Afrique. Ensuite, j'aimerais brièvement parler de l'Afrique du Sud, surtout de l'expérience que j'ai eue, des interactions que j'ai eues avec les Sud-Africains. Et ensuite, terminer sur que faire. C'est-à-dire comment est-ce qu'une organisation panafricaine peut mener le combat contre la discrimination, contre la xénophobie. Et là, je m'adresse tout particulièrement à Mignane et au général Seck. Voilà les 4 points. Alors, juste quelques préalables. D'abord, le titre. Effectivement, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on parle de xénophobie en Afrique alors que ce qui a été étalé à la face de tous les médias, c'est le comportement de certains Sud-Africains, ce qui a choqué le monde. Donc, disons, peut-être qu'on va ajouter un point d'interrogation au titre et à la fin de la conférence, nous pourrons conclure effectivement, est-ce qu'il y a ou non une xénophobie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gérer cette xénophobie? Ensuite, xénophobie en Afrique, c'est vrai. Plusieurs pays africains ont exhibé des postures xénophobes dans le passé, avec ou sans violence, avec ou sans la complicité de l'État.
on a cité tout à l'heure le Sénégal et la Mauritanie, même si la revanche en tuant des Mauritaniens n'est en aucune manière justifiée. Il y a eu des événements xénophobiques. On a assisté dans les années 80 au Nigeria et le Ghana avec des expulsions massives nationaux de deux côtés. La Côte d'Ivoire, il faut arrêter, mais également la Libye, l'Algérie, la Tunisie et même au Maroc, monsieur l'ambassadeur, avec le traitement des migrants subsahariens. Le Congo, le Gabon, la Démocratique République du Congo, des expulsions répétées au Sénégal dans les années 70-80. Donc, la xénophobie n'est pas exclusive à la société sud-africaine. La xénophobie menace tous les États africains, à plus forte raison si on se projette sur le futur. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait environ 40 millions d'Africains établis dans d'autres pays africains. Mais avec l'agenda 2020 de l'Union africaine qui vise à faciliter la liberté de circulation, avec la zone libre-échange, nous allons probablement assister à un accroissement du flux migratoire interafricain qui pourrait déclencher des réactions xénophobes si les États ne prennent pas des mesures adéquates pour les prévenir. Donc ça, c'était le premier préalable. Pour expliquer un peu le titre. Concernant l'Afrique du Sud, sur lequel je reviendrai un peu plus en avant, je voudrais partager brièvement avec vous mon expérience liée aux problèmes de violence et de respect des droits humains en Afrique du Sud. En 1986, lorsque j'étais au CRDI comme directeur de politique, le président du CRDI à l'époque a exprimé son insatisfaction par rapport au statut. L'Afrique du Sud était sous embargo. Toute coopération culturelle, scientifique, sportive avec l'Afrique du Sud était interdite. Le président a dit cette posture morale, c'est très bien, mais ce n'est pas sûr que ça contribue efficacement à la lutte pour la libération de la population. Il m'a demandé donc de mener une réflexion avec d'autres collègues pour savoir qu'est-ce que le CRDI, qui est un centre qui finance la recherche scientifique pour le développement, pouvait faire en termes de financement de recherche scientifique pour la libération. Je suis donc allé en Afrique du Sud en début 1987. J'ai fait 3 semaines, c'était une période de tension extrême parce que tout le monde prédisait la fin de l'apartheid, mais c'est surtout à la fin que ça devient beaucoup plus difficile de faire le saut qualitatif. Et j'ai passé 3 semaines là-bas en visitant les différentes universités qu'on appelait universités ouvertes, Cape Town, Western Cape, Wits, l'université de Durban, l'université de Port Elizabeth. J'ai rencontré les ONG, les centres de recherche, les syndicats, les organisations politiques, l'ANC clandestinement, le PSI, Pan-African Congress, clandestinement. Et on en est ressorti avec une proposition de programme qu'on a amenée au Conseil de l'Union du CRDI et qui a été approuvée et qui visait à financer le développement de politiques publiques post-apartheid. Parce que très souvent, les mouvements de libération qui sont impliqués dans la lutte pour la libération ne se projettent pas après libération, ce que l'UNESCO appelle Peace the Day After. Et vous avez un gouvernement qui arrive devant un bureau vide, et très souvent ce vide est occupé par les injonctions de la Banque mondiale ou d'organisations internationales. Donc là, on a financé un programme qui a réuni des chercheurs, des ONG, des universitaires, sur quelle politique publique post-apartheid. Une fois que l'apartheid est terminé, l'ANC arrive au pouvoir, quelle politique d'éducation, quelle politique de santé, quelle politique macroéconomique, quelle politique urbaine, et quelle politique pour gérer la violence. Et ça, c'était déjà en 1987. Donc, le travail que nous avons financé a quand même porté ses fruits, puisque ça a aidé l'ANC dans ces négociations. Toujours garder à l'esprit que la fin de l'apartheid
c'était une négociation, et donc forcément un compromis en fonction du rapport de force. Ce n'est pas l'ANC qui a gagné et qui a imposé son agenda. Il y a eu une négociation et un compromis qui allait de l'avant. La deuxième implication que j'ai eue avec l'Afrique du Sud, c'est quand j'étais secrétaire général d'Amnesty International, on a été invité à participer à l'élaboration des termes de référence de la commission Vérité et Réconciliation. Vous verrez bien que le terme justice manque. Et c'était une des réserves que nous avons exprimées parce que le comité Vérité et Réconciliation avait le pouvoir d'accorder le pardon en échange d'aveux. Donc ceux qui venaient avouer tous leurs crimes recevaient un pardon de la commission sans penser à la justice. Et nous, on avait une réserve, parce que quand même les crimes d'apartheid ayant été qualifiés par les Nations Unies de crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et ne peuvent pas faire l'objet d'un pardon avant de passer par la procédure judiciaire. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle ce sentiment d'impunité s'est ancré dans la société sud-africaine. La deuxième réserve que nous avons exprimée, c'est que la commission Vérité et Réconciliation ne s'est pas donné comme mandat d'aller visiter les États de la ligne de front pour voir tous les dégâts qui avaient été causés par l'État sud-africain dans son combat contre les pays de la ligne de front. Lusaka a été bombardé plusieurs fois, les camps ANC en Tanzanie ont été bombardés, l'Afrique du Sud a envoyé ses assassins au Lesotho, au Botswana, etc. Donc il y a eu des dommages causés dans les pays de la ligne de front qui n'ont pas fait l'objet d'une revue par la Commission de Vérité et Réconciliation. Et donc, la pédagogie que ça a entraîné en faisant voir aux Sud-Africains tout le mal qui a été commis par l'Afrique du Sud dans les pays de la ligne de front qui étaient en solidarité avec les Sud-Africains a été écarté. Et la troisième réserve qu'on a exprimée, c'est que la commission qui examinait les crimes d'apartheid a exclu tout le phénomène de ce qu'on appelait black on black crime, c'est-à-dire les violences entre Sosa et Zulu, c'est-à-dire entre l'ANC et Inkatha, les violences politiques dans les villes et la montée de la criminalité politique. Donc ça n'a pas été examiné parce qu'on nous a répondu, ça ce ne sont pas des crimes d'État, ce sont des citoyens qui s'entretuent. Alors qu'ils s'entretuent dans un contexte qui est manipulé forcément par l'État. La troisième implication, c'est cette fois-ci à l'UNESCO, la conférence mondiale de Durban, qui s'est passée en Afrique du Sud, et aussi notre propre travail, notre propre programme de travail en Afrique du Sud, avec le ministre en charge du développement social, pour travailler sur des recherches portant sur les transformations sociales. Ça inclut les discriminations à l'égard des femmes, la violence à l'égard des femmes, tout ce qui est droits humains, la persistance de la pauvreté, des migrants et leur inclusion dans la cité. Alors, quelles leçons j'en tire? Parce que là, avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, clairement, c'est un échec au niveau de la politique de l'État en matière de lutte contre la xénophobie. La première leçon que j'en tire, c'est qu'il nous faut, que ce soit en Afrique du Sud ou ailleurs, une meilleure articulation entre la recherche et la formulation des politiques. Le travail des chercheurs est ignoré et souvent les États travaillent sans le bénéfice d'une recherche sérieuse. Deuxièmement, c'est le manque de priorité accordée aux instruments internationaux dans la formulation des politiques publiques. Les instruments internationaux s'adressent à tous les mots sociaux. Il s'agit de xénophobie, de discrimination à l'égard des femmes, etc., etc. Les instruments existent et c'est sur la base de ces instruments que les politiques doivent être formulées. Et évidemment, le grand échec
dans l'éradication de la pauvreté qui a été négligé à l'aune des exigences des institutions qui ont imposé des politiques néolibérales. Ça n'a pas eu forcément l'évolution. Alors, d'abord la conférence de Durban au niveau international. Et je ferai juste quelques remarques, parce que je n'ai pas le temps de développer. La conférence de Durban est partie d'un diagnostic. Parce que beaucoup dans la communauté internationale, j'ai fait partie de cette discussion, c'est qu'à partir du moment où le dernier bastion de racisme institutionnel, c'est-à-dire l'apartheid, a disparu, après la ségrégation raciale institutionnalisée aux États-Unis, que le monde était en train de se libérer du racisme. Les recherches qu'on a faites prouvaient au contraire que le racisme et la xénophobie existaient dans tous les pays, sur tous les continents, et prenaient peut-être des formes différentes, mais qu'il était nécessaire qu'il y ait une action internationale concertée et une action nationale qui implique la société civile afin de combattre ce fléau. La déclaration, la conférence a bouclé, malgré toute la propagande qui a été faite sur l'échec de la conférence. Moi, j'étais dans cette conférence, j'étais un acteur, je peux vous dire que la conférence a été un succès, malgré le retrait des États-Unis et Israël. Les États-Unis, de toute façon, n'appliquent aucune des recommandations de cette conférence. Soit là ou pas, ça ne change pas grand-chose. La déclaration, pour la première fois, une conférence des Nations Unies inclut la qualification de la traite esclavagiste et du colonialisme comme des crimes contre l'humanité. Ça veut dire que c'est imprescriptible et que ça requiert des réparations. Malheureusement, les États africains n'ont pas fait le suivi par rapport à cette déclaration de la communauté internationale qui engage tous les États pour voir quelle action entreprendre dans le domaine des réparations et dans le domaine des sanctions. Ensuite, le plan d'action demandait à tous les États de développer un plan national d'action pour lutter contre le racisme et la xénophobie, pour prendre des mesures de prévention, des mesures de législation, des mesures d'éducation, des mesures de sanctions, etc. Mais beaucoup d'États ne l'ont pas fait. L'Afrique du Sud vient de publier son plan national d'action en mars 2019, alors que la conférence s'est tenue en Afrique du Sud en septembre 2020. 20 ans après, il vient de sortir le plan. Le plan est bon, mais c'est que ça a pris beaucoup de retard. En Afrique, comme je le disais tout à l'heure, nul n'est à l'abri de montées xénophobes dans les pays respectifs. Ça, il faut que ce soit bien ancré. Alors, avec la libre circulation, avec l'élimination des visas, qui est demandée par l'Union africaine pour 2020, avec la zone de libre-échange continentale, il va y avoir un accroissement. En plus, l'accroissement de la population africaine, l'approfondissement de la pauvreté et la montée de l'insécurité, tout ça va contribuer à l'accroissement des migrations et la nécessité de prendre des mesures préventives. Alors, ça c'est pour l'Afrique, je n'insisterai pas trop, je voudrais juste mentionner une chose, c'est que l'Union africaine vient de sortir un plan stratégique concernant la gestion des migrations et un plan d'action 2018-2030. Il est assez complet, sauf que ce plan, vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est tout récent, sauf que ce plan ne s'attaque pas directement et frontalement à la xénophobie et au racisme, si ce n'est encourager l'application des textes internationaux. Je crois donc que, compte tenu de la montée des menaces, l'Union africaine doit prendre l'initiative de compléter ce programme d'action en ce qui concerne les migrations avec un programme d'action en ce qui concerne la protection des migrants des actions xénophobes, qu'il s'agisse des actions xénophobes
des mesures xénophobes prises par le gouvernement ou bien des actions xénophobes prises par la population. En Afrique du Sud. Alors, en Afrique du Sud, j'aimerais très rapidement soulever ce que j'estime comme étant des erreurs d'interprétation. Et j'en ai identifié 3, surtout dans le débat qui a suivi les événements en Afrique du Sud et les réactions au niveau international et au niveau africain. Premièrement, on confond Nelson Mandela et son pays. Et on a placé sur le peuple sud-africain des attentes de comportement moral que seul un homme exceptionnel comme Mandela pouvait incarner. N'est-ce pas trop demander au peuple sud-africain? Le peuple sud-africain n'a aucune mission historique vis-à-vis de l'Afrique. Je parle du peuple, je ne parle pas du gouvernement. Les plus pauvres, ils vivent dans des conditions misérables de dénuement, d'inégalité et de violence insensée. Peut-on exiger de ceux qui n'ont rien un retour de solidarité envers les autres pauvres d'Afrique qui viennent chercher chez eux une richesse? Le peuple sud-africain est un peuple ordinaire, comme tous les autres peuples africains. Donc, il ne faut pas les blâmer de ne pas agir comme Mandela et de dire que Mandela est en train de s'imposer sur sa tombe. La deuxième erreur d'appréciation, qu'est-ce que c'est cette deuxième erreur? Rapidement, ça c'est important. Deuxième erreur voilà. Deuxième erreur d'appréciation. Tous les Noirs en Afrique du Sud n'étaient pas impliqués dans le combat contre l'apartheid. Comme dans toutes les colonies, il y a eu des collaborateurs, il y a eu des auxiliaires, il y a eu des tirailleurs qui ont fait le coup de feu au nom du maître colonial, il y a eu des assimilés, etc. La colonisation ou toute oppression ne repose pas uniquement sur la force et la violence, mais aussi sur le consentement. Donc, beaucoup de Sud-Africains n'étaient pas impliqués, tout le monde n'était pas à l'ANC. Beaucoup de Sud-Africains n'étaient pas impliqués dans la lutte contre l'apartheid. Ils essayaient de survivre. Donc, leur demander un retour de solidarité alors qu'eux n'ont pas mené ce combat et que jusqu'à présent, ils ne bénéficient pas des retombées de ce combat, je crois que c'est leur demander quelque chose qui est hors de portée. Et la troisième erreur d'interprétation, la solidarité n'est pas un chèque d'avance à rembourser. La solidarité envers les opprimés, qu'il s'agisse du peuple palestinien, qu'il s'agisse des Noirs américains, qu'il s'agisse des Dalits en Inde, qu'il s'agisse des femmes en lutte, est une obligation morale sans contrepartie. Une fois les opprimés libérés, on peut espérer un retour, mais ce n'est pas une obligation. Donc dire que nous avons été solidaires du peuple sud-africain et qu'ils nous doivent en retour d'accueillir les migrants qui viennent de nos différents pays, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument moral, parce que la solidarité, ça ne se paye pas. Ce n'est pas un chèque d'avance. Et on vient ensuite, une fois que la liberté est acquise, présenter la facture et réclamer un retour sur investissement. La solidarité, c'est un acte de compassion, c'est un acte humain. On se solidarise avec les plus faibles, on se solidarise avec ceux qui sont opprimés, sans rien demander en retour. Donc ça, c'est les 3 erreurs d'appréciation sur l'Afrique du Sud. Je passerai sur le plan national d'action que vous pouvez, oui, Jacob, je sais, que vous pouvez retrouver. Je voudrais juste souligner 2 choses. 1, dans ce plan national d'action, ils font bien entendu référence à la recherche, au data, etc. Et dans les enquêtes qu'ils ont faites 2017, le South African Reconciliation Barometer, 44% des Sud-Africains s'accordent pour dire que les étrangers ne devraient pas être admis à vivre en Afrique du Sud. 48% de Blancs, 48% de ce qu'ils appellent colored, 43% des Noirs et 36% des Indiens. Donc la xénophobie, ce n'est pas uniquement ce qu'on a vu dans les ghettos, où les criminels en profitent pour dévaliser les politiques. C'est quelque chose qui est ancré dans consciousness.
sud-africain qui est probablement lié à l'histoire. Donc ça, c'est le plan national d'action. Le dernier point, c'est qu'est-ce que les organisations panafricanistes? Quel rôle? Est-ce que Mignon est là? Ouais. Je suis là. Ah bon, ok. Voilà. Alors, quel rôle pour une organisation comme l'organisation panafricaine? Je crois que la première mission pour les organisations panafricaines, c'est une clarification intellectuelle pour la refondation du panafricanisme. On fonce avec panafricanisme et panafricanisme, tel que défini en 1900 ou en 1910 lors de la première conférence à Londres. Mais nous vivons dans un monde différent. À l'époque, toute l'Afrique était occupée. Les Nord-Américains juste sortaient de l'esclavage. Le monde est différent aujourd'hui, donc il nous faut une différente compréhension de ce qu'est le panafricanisme. Et pour ça, il nous faut une différente compréhension de ce qu'est l'Afrique. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion et qu'on continue à verser dans l'essentialisme de la négritude, là, qui est complètement dépassé. Les Africains sont de toutes les couleurs. Ils sont arabes, ils sont juifs en Afrique du Sud, ils sont chinois en Angola, ils sont indiens, ils sont somalis, ils sont bantous. L'Afrique n'a pas de couleur. L'Afrique noire, ça n'a pas de sens. C'est le seul continent à qui on attribue une couleur. Pour quelle raison? L'Afrique est multicolore, l'Afrique est multiculturelle, l'Afrique est multireligion, etc. C'est ça l'Afrique aujourd'hui. C'est tous ceux qui vivent et travaillent en Afrique qui s'identifient avec l'Afrique. J'ajouterai que l'Afrique continent, qui est un produit de l'histoire, on n'est pas obligé de s'arrêter aux frontières de ces continents. Haïti est une île peuplée d'Africains. Et entre le Sénégal et Haïti, il n'y a pas de frontière. Ce qui nous sépare, c'est la mer. Si la Martinique et la Guadeloupe peuvent faire partie de l'Union européenne, l'île de la Réunion faire partie de l'Union européenne, je ne vois pas pourquoi Haïti ne pourrait pas faire partie de l'Union africaine, non pas à titre de diaspora, mais à titre qu'étant membre du continent africain. Et après ça, on peut les prendre à la Jamaïque, au Barbade, etc. Donc ça nous permet de repousser les frontières de l'Afrique, que ces frontières correspondent à nos populations, établies dans des États indépendants. Les États-Unis, le Brésil, c'est une autre dynamique. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'Afrique. Deuxièmement, qui est africain, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est tous ceux qui vivent et travaillent en Afrique s'identifient avec l'Afrique. Troisièmement, qui peut être panafricaniste? Pour moi, le nouveau panafricanisme doit avoir une vision universelle. Il n'y a rien qui empêche un Japonais à Tokyo d'être panafricaniste. Il n'y a rien qui empêche un Allemand à Berlin d'être panafricaniste, c'est-à-dire de vouloir travailler à l'éclosion d'une Afrique juste, prospère, unie et qui pèse dans le monde. Donc, on peut se joindre à un combat, le combat panafricaniste, même si on n'est pas initialement un enfant d'Afrique. On peut devenir un enfant d'Afrique par les choix que l'on fait. Ce n'est pas un essentialisme qui fait que si vous avez la couleur de peau noire, vous êtes nécessairement africain et donc panafricaniste. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Alors, si l'objectif du panafricanisme, c'est de travailler à une Afrique juste, prospère, démocratique, libre et qui pèse dans les affaires du monde, il s'ensuit, et là je sais que je vais soulever un tollé de l'approbation, que les États-Unis d'Afrique sont un moyen pour y arriver. Ça ne peut pas être l'objectif. C'est un moyen pour arriver à une Afrique où tous les citoyens vivant en Afrique vont vivre une vie fondée sur la justice, fondée sur la démocratie, fondée sur le bien-être. Si les États-Unis d'Afrique sont un moyen, il y a peut-être d'autres moyens. Et si c'est un moyen, il faut évaluer, est-ce que ce moyen-là va nous permettre d'arriver à cet objectif? Je ne veux pas vivre dans les États-Unis d'Afrique, être gouverné depuis Addis Abeba par un régime dictatorial.
Je ne veux pas perdre mes libertés. Je veux un régime quel qu'il soit, ou 50 régimes, je n'en sais rien, mais qui garantissent les droits fondamentaux, y compris les droits socio-économiques et culturels, qui garantissent la liberté, qui permettent à l'expression de la solidarité et qui fait en sorte que nous ayons notre mot à dire au niveau international. Si on a notre mot à dire au niveau international, moi j'ai travaillé aux Nations Unies, je peux vous dire que une Afrique avec 50 voix aura plus de voix, de poids qu'une Afrique avec une voix. Quand aux Nations Unies on vote, l'Inde a une voix, les États-Unis ont une voix, l'Afrique a 54 voix. Donc il faut voir un peu si on veut peser sur les affaires du monde, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un État unifié. Alors, pour des groupes comme les panafricanistes, au niveau national, je crois qu'il faut travailler à l'intégration de tous les Africains qui vivent dans notre pays. Je suis surpris de voir une section nationale, quelle qu'elle soit, au Sénégal, qui n'inclut pas les représentants de l'association des Sierra Leone, des Égyptiens, etc., afin qu'ensemble avec eux, on puisse travailler à leur intégration au niveau national. Parce qu'on ne sait pas quels sont les problèmes qu'ils vivent administrativement. Et je crois que l'intégration des populations africaines commence par l'intégration dans chaque pays des citoyens africains qui viennent d'ailleurs. C'est la meilleure façon de combattre la xénophobie. Et bien entendu, accompagner l'Union africaine dans toutes les initiatives qu'elle prend en tant que société civile pour les Africains. Voilà. Donc ça, c'était l'introduction. Ça, c'était l'introduction. Voilà, merci bien. Merci, M. Sané. Merci, M. Sané. Je vais encore préciser que j'aimerais qu'on a une discussion et que beaucoup de points peuvent être soulevés pendant les discussions. Et c'est que pour beaucoup de nous, après 16 heures, ça commence à devenir un peu difficile à eux et à continuer. On va faire tout ça. Sur ça, s'il vous plaît. Si vous pouvez utiliser 15 minutes, je pense que nous serons très contents. Mais je vais tout faire pour être très poli. Je croyais qu'il y avait disparu du Sénégal. Bon, je crois qu'il a campé le contexte du débat. Moi, je parlerai simplement du rôle des intellectuels et des politiques sur ces questions à partir d'expériences et de vécu. Mais avant d'arriver à cela, notre collègue du CODESIA a interpellé les Sénégalais sur le mot net. Ça pose très bien le débat aussi. C'est la manière de ressentir par les autres. Il y a deux concepts qui viennent de la langue dominante au Sénégal, qui est le Wolof. C'est quand les Wolofs disent Nyak et quand ils disent nous sommes tout couleur, nous sommes Diola, nous sommes Séré. Et je crois que Boubacar Bari est là, c'est lui qui a dit que le fleuve Sénégal a charrié depuis les montagnes du Fouta-Jalon jusqu'à l'embouchure du Sénégal toutes les cultures qui se sont sédimentées dans cet espace du Walo, où, entre parenthèses, il a épousé la reine Gateyala de manière très symbolique à Richard Toll, où il est fait citoyen d'honneur de la ville de Richard Toll et de Dagana. Quand on ne comprend pas une langue, une culture, cela peut amener à des confusions. Et quand on est dans une position minoritaire, et souvent c'est la responsabilité des intellectuels, ce n'est même pas la responsabilité du peuple. Il m'est arrivé de dire à des gens, quand j'étais dans le bateau de Diola, quelqu'un me disait pourquoi on ne parle pas Wolof dans le bateau de Diola. Et je lui rappelle simplement que la langue Wolof n'est pas le fait du politique.
c'est le fait de l'histoire du Sénégal, de brassage, parce que c'est un peuple qui fait l'exogamie des castes. C'est ce qui explique qu'il y ait toutes les cultures au niveau de ce groupe. Tandis que d'autres font l'endogamie des castes, effectivement, ont plus de difficultés à se renouveler au rythme où le Wolof se renouvelle. Mais quand le Wolof dit au Toubab, qui est son patron, Sama Toubabi, je ne crois pas que ce soit un sentiment de supériorité, parce qu'il sait qu'elle est la domestique de son patron. Mais il l'appelle, c'est ce sentiment qu'on appelle de propriété, c'est juste un sentiment de proximité, mais que les autres interprètent différemment, et c'est surtout le fait des intellectuels qui vont théoriser sur une culture qu'ils ne maîtrisent pas. Et l'ignac, effectivement, ça renvoie à la périphérie. C'est-à-dire tout ce qu'on sait nommer, jusqu'au moment où on ne peut plus les nommer, ça veut dire périphérie. Je ne pense pas que le paysan du Walo ou du Jolof à l'époque avait un quelconque sentiment de xénophobie, puisque notre histoire en Afrique est une histoire de migration. Et c'est ça, je crois, qui a fait la force de ce peuple, qui a été capable de s'ouvrir à l'autre. D'ailleurs, je renvoie toujours quand on parle dans le système des Nations Unies de sécurité humaine, je dis que l'Empire du Mali l'avait réglé. Parce que dans la charte du Mandé, il y a un article qui pose le droit de l'étranger. Il a le droit, nul ne doit attenter à la vie d'un étranger, c'est écrit dans la charte. Et il a le droit de se substanter dans n'importe quel champ, c'est-à-dire le droit à la sécurité alimentaire, à la seule condition qu'il ramasse les graines qui doivent servir aux prochaines semaines. Donc, il va falloir peut-être retourner dans la manière dont l'Afrique a été construite et identifier les points de rupture qui font qu'on a un rejet de l'autre. À quel moment, évidemment, il y a énormément de choses qui se sont passées avec l'esclavage, avec la colonisation, etc. Il est vrai que après les crises des années de sécheresse et les différents mouvements de population, on a eu des effets de rupture. Pour moi, ce que j'ai vécu dans les années 80 à l'action sociale, vous avez parlé, je travaillais à l'action sociale au Sénégal, au ministère, vous avez parlé de ce retour massif des gens du Zaïre. Le Congo a renvoyé massivement des Sénégalais qui étaient partis à la recherche d'une fortune, c'était des diamantaires. D'autres exemples que j'ai connus, c'est en 2001, en Côte d'Ivoire, où sur 3 ans, je travaillais justement le siège, c'était l'UNICEF, et j'avais en charge l'éducation des filles en Haïti et en Mauritanie. Et nous avons travaillé, et nous avons vu venir parfois dans ma chambre d'hôtel, quand je voyais un spot officiel du gouvernement qui mettait simuler des personnes dans des pick-up qu'on rejetait à la frontière en disant il ne faut pas qu'ils aient nos cartes d'identité. Peut-être les Arabes responsables du Fazer, le Sénégal de retour qui a vécu là-bas, parlera à un moment donné. Donc c'est l'État lui-même qui a organisé ce rejet de l'autre. C'était des spots publicitaires officiels du gouvernement ivoirien qui le faisait à cette époque-là. Et pendant cette même période, quand je parle donc du rôle des intellectuels et des politiques, tout le monde sait que la question de l'ivoirité, ce sont les historiens Abidjan qui ont été les premiers j'ai ici le nom de Pierre Kipré, peut-être que Bouba en parlera. Kipré n'est pas historien, si il est historien de l'école. Voilà. Donc c'est pour dire que ce sont les universitaires. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on revienne sur comment les intellectuels, parfois aussi, peuvent être responsables. Ce n'est pas simplement les gens des mille collines qui peuvent mettre le feu dans un pays. Des intellectuels qui sont censés être ceux-là qui réfléchissent l'avenir d'un peuple. Voilà le travail qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Mais à cela s'ajoutent aussi les hommes politiques. Parce qu'à l'époque, Geneviève Brobeté, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports, qui refusait que les femmes du Nord accouchent dans leur maternité. Parce qu'elle dit qu'elles n'ont pas le droit de venir ici, elle défendait l'ivoirité. Et c'est elle-même qui disait qu'il faudrait qu'on mette dans la Constitution que le président de la Côte d'Ivoire doit avoir une femme de teint noir. Bon, de teint noir, oui, c'est ce qu'elle a. Oui, une vraie négresse. Donc elle a systématiquement dit, et même comme l'épouse de. Comment elle s'appelle encore
l'épouse du président ivoirien, elle est Simone. Tout le monde connaissait l'engagement de Simone, en tout cas les féministes africaines, son engagement sur la question des causes. Mais quand le problème de la xénophobie se pose, on oublie tout cela. C'est-à-dire c'est ça le risque en réalité. On va être des panafricanistes, on va développer cette générosité pour l'Afrique, mais quand la question de réflexe identitaire se pose, on oublie toutes ces théories. Ce que Geneviève Brobeté ont fait, et ce que aussi Simon Gbagbo a fait. Et c'est à TV5 qu'elle a fait ses déclarations sur ces questions. C'était malheureux. Je dis que tiens, cette compagne de Marie-Angélique Savané, quand on comprend tous les combats qu'elles ont menés sur le continent sur ces questions-là, cela faisait mal au cœur. Mais c'est-à-dire c'est comme si à un moment donné, on perd la raison. Et c'est pour moi, dans ce type de travail, de revenir sur la responsabilité des politiques qui manipulent et qui utilisent. Parce qu'effectivement, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, je le vois arriver au Sénégal. C'est-à-dire quand ils rejetaient ces étrangers à la frontière, sous prétexte qu'on leur a donné la nationalité pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Parce que c'est la question politique qui est à la base de cette réaction de ces hommes politiques et qui maintenant vont manipuler, instrumentaliser les populations à la base pour les amener en tout cas à adhérer à leur cause. Donc la question de la xénophobie est une question politique parfois. Même si ce qui s'est passé à l'Afrique du Sud, on peut le comprendre sur les questions de pauvreté, sur les questions économiques. On le sait en sociologie, les seuils de tolérance existent. À partir du moment où l'acceptation de l'autre, le rythme d'absorption ou d'acceptation de l'autre est connu. Et il y a des moments où ce qu'on appelle nous, les seuils de tolérance sont dépassés, ça crée forcément des crises. Donc, mais le plus important pour nous dans ce qu'on a appris dans l'histoire de l'Afrique, c'est la responsabilité des élites qui en fait manipulent ces gens-là. Comment voulez-vous qu'on dise qu'on va aller vers, tout à l'heure, le premier conférencier l'a dit, on va aller vers la zone de libre-échange économique en Afrique. Peut-être que ce sera les échanges des biens, mais on n'acceptera pas les échanges des personnes. Or, aujourd'hui, un des premiers handicaps avec la pauvreté, avec toutes les difficultés économiques, ce n'est pas la pauvreté, je n'aime pas ce mot, mais c'est plutôt les difficultés économiques liées à la malgouvernance et au mode de gestion qui ont laissé en rade une majorité de la population, évidemment qui n'est pas bien éduquée aussi. C'est cela aussi, qui sont ces personnes-là qui se révoltent, à la fois les populations à la base qui ont des réactions légitimes liées à leur niveau de compréhension de leur environnement social. Mais le plus grand responsable, à mon avis, s'il faut à un moment donné aller vers des recherches de solutions, c'est situer les différents types de responsabilités. Et les responsabilités, à mon avis, c'est le lien entre les politiques et les intellectuels. Soit des intellectuels qui se taisent et qui ne font pas le travail, ou bien des intellectuels engagés dans des causes identitaires. Et cet engagement-là dans la cause identitaire leur fait oublier leur fonction première, qui était de penser et de réfléchir leur société pour la faire progresser, mais c'est aussi pour des positions tout à fait opportunistes que parfois on arrive à cela. Donc le cas de la RDC, ce qui se passe souvent en RDC, qui continue encore, ce n'est toujours pas terminé, et qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui a laissé une déchirure profonde. Parce que quand ces événements-là arrivent, refermer les blessures est encore extrêmement difficile. Ce qui s'est passé entre le Sénégal et la Mauritanie, cela fait encore combien d'années, mais les blessures ne se sont pas encore refermées. Et là, même si le Sénégal et la Mauritanie, parce que ce que les gens, dans cette gestion-là, je pense qu'il y a eu la responsabilité des autorités d'un côté comme de l'autre, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a une maturité à la fois des dirigeants de ces deux pays qui ont permis d'arriver à cette accalmie. Donc, une fois que j'ai brossé la responsabilité politique, qui eux s'appuient sur les intellectuels, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, parce qu'il leur a fallu des gens pour théoriser l'ivoirité et pouvoir en faire un instrument qui finalement n'a pas permis à ce pays d'avancer, ils n'ont pas eu gain de cause, c'est de prendre des moments pour faire le point sur ces questions. On refuse parfois de faire le bilan de ces actions parce que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, c'est là où on convoque la responsabilité de l'Union africaine. À quoi ça nous sert cet instrument ou ce machin quelque part?
Est-ce que simplement c'est un lieu de sinécure pour des fonctionnaires de différents États qui cherchent simplement des points pour se caser? Mais est-ce qu'on décèle des ambitions réelles pour la construction de l'Afrique à partir d'engagement? C'est une fois la question. Donc, en dernier ressort, je crois que ce sont les intellectuels de l'Afrique qui doivent reprendre leurs responsabilités. Quand on est allé aux indépendances, le rôle des intellectuels a été, à mon avis, essentiel et fondamental sur ces questions-là. Quand je dis ceux qui pensent tout simplement, je dis, quand je dis intellectuels, ce n'est pas forcément tous les universitaires. Et aujourd'hui, qu'on se trouve à ce tournant de l'Afrique, c'est comme si il y a une déchéance quelque part de ces intellectuels qui n'ont plus envie de se prononcer, qui n'ont plus envie d'avoir cet engagement militant par rapport à des questions comme celle-ci. Et je crois que si nous prenons ce que nous vivons aujourd'hui, parce que je n'ai même pas pour les 5 dernières minutes, ce que nous avons, quand je vois le professeur Barry, comme je dis, qui a été intronisé Marie de la Reine du Wallon, quand je vois Ngaïdé, ce qu'ils ont apporté à notre université, ce qu'ils ont apporté à notre éducation, parce que le professeur Barry, nous lui devons une reconnaissance éternelle. Pour nous autres du Wallon, c'est encore le réflexe identitaire, mais dans le bon sens. Parce que c'est lui qui a permis à notre histoire d'être connue. Il fait partie, même s'il y a eu les Euro-Boliviens, il fait partie de ceux-là qui ont permis à l'histoire du Wallon d'être connue. Et je dis, c'est Anil Badre Bey qui, dans son domaine issu par le théâtre, l'a vulgarisé. Donc, quand nous voyons l'apport de ces personnes pour nos universités, ne parlons même pas de la question économique, parce que c'est la main-d'œuvre, les connaissances et les savoirs qui nous permettront d'exploiter nos richesses. Nous avons tous intérêt dans cette mobilité des Africains. Surtout là où nous en sommes, nous avons besoin de ces compétences, mais là, il faut le construire. Je crois que ce qui se trouve dans les esprits ne vient pas de manière spontanée. Il y a une construction et c'est là où je pense que le rôle des intellectuels est imminent dans ce qui arrivera à l'Afrique. Donc, Myriam, Forum social et autres, si l'Afrique échoue, aussi, les gens auront des responsabilités. Tu me disais il y a 2 jours que je mets trop d'accent sur la société civile, elle ne peut rien faire. Elle peut énormément faire. Parce que c'est simplement une question d'engagement, société civile ou intellectuelle africaine. C'est eux qui aujourd'hui, je crois, doivent prendre leurs responsabilités pour que ces questions-là on puisse les anticiper. Parce que ce qu'on a manqué, c'est surtout l'anticipation. Ce qui s'est passé en Afrique, on voyait cela venir. Ce n'est pas la première fois qu'on a vu des phénomènes. Il y a eu des signes précurseurs, c'est arrivé par à-coup. Maintenant, comment le prendre collectivement en charge pour que demain, non pas que cela ne se reproduise pas, mais en tout cas pour freiner ce type de questions et que tout le reste de l'Afrique puisse en tenir compte. Mais ce qu'on a vu au contraire, c'est une réaction primaire de chaque peuple qui a essayé de faire, lui aussi, de réprimer les Sud-Africains qui étaient dans le territoire. Et ce n'était pas bon non plus. Mais qui s'est levé pour dénoncer cela? Il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup entendu les personnes. Donc on manque de voix et je crois que les voix sont utiles d'où qu'elles viennent. Je crois que je peux m'arrêter là. Merci beaucoup. Je n'ai pas épuisé mes questions. Merci beaucoup, Fatou. Monsieur Gadju. 15 minutes. Pas de problème. Merci, yes, please. Non, les femmes sont toujours rigoureuses. Merci et salutations à tous les amis qui ont fait le déplacement pour venir participer à cette rencontre. C'est un peu le problème des panels, quand vous avez 3 ou 4 intervenants. Parfois les derniers intervenants sont torpillés par les premiers. On peut appliquer la maxime du président Kérékou qui disait ce qui est dit, ce qui n'est pas dit est dit. Donc je crois que vraiment le sujet a été quasiment bien traité par mes prédécesseurs.
Je vais peut-être faire juste quelques petits commentaires. Ce qui, moi, m'étonne quand nous avons des accès de fièvre xénophobe en Afrique, c'est la faiblesse de la réactivité africaine à un certain niveau, c'est-à-dire à un niveau organisé. Et c'est ce qui crée justement les débordements. Quand ce n'est pas des réactions pensées, structurées, dans le cadre des institutions dont nous sommes dotés en tant qu'Africains, chacun y va de son interprétation, de sa belle théorie, et on n'est pas sorti de l'auberge. Je le dis parce que nous, chaque fois, systématiquement, quand il y a une grave crise de ce genre, nous proposons qu'il y ait des sommets, comme par exemple ce qui s'est passé en Afrique du Sud. On a pensé que c'était suffisamment sérieux, suffisamment grave, et que ce n'était pas la première fois. Il y a eu des moments où des Éthiopiens ont été visés avec des pneus autour de leur cou, et on mettait le feu, de l'essence et du feu. C'était des scènes de barbarie énormes, extrêmes. Et quand on a vu beaucoup de photos circuler dans le net des Africains sur qui on versait du pétrole, de l'essence, etc., et puis on les allumait, des torches humaines vivantes. J'ai vu, moi, d'autres scènes où des Zimbabwéens, taximans, étaient sortis de leur voiture, attachés par des pieds, et la voiture roulait pendant que la tête de la personne, voilà quoi. Et des formes, c'est-à-dire une créativité extraordinaire dans la capacité à infliger la douleur, la souffrance et l'acte de barbarie, n'est-ce pas? Et alors, à l'époque, je disais, pourquoi on ne peut pas convoquer un sommet extraordinaire ou de l'Union africaine, ou de la SADC, avec invitation des responsables, des leaders des autres communautés régionales, avec en présence de la Commission de l'Union africaine, pour qu'on discute de ce problème, non pas comme un problème sud-africain, mais comme un problème continental. Qu'on discute et qu'on voit comment mettre en place un mécanisme de prévention. Parce que les Africains, ils ont échoué sur beaucoup d'aspects, ils ont réussi peut-être sur beaucoup d'autres, mais il y a un aspect sur lequel il est facile de faire un consensus que nous avons échoué, c'est la prévention. Personne ne dira qu'on n'avait pas vu dans les années 90 la crise ivoirienne se mettre en place. On l'a suivi, on l'a vu venir s'installer et on a vu comment ça a fini en définitive. On a vu le nombre de morts de victimes. Et pourquoi je choisis la crise ivoirienne, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes causes menant aux mêmes effets, nos parents ivoiriens sont en train de reprendre un certain débat qui nous angoisse tous et qui risque de remettre dans le schéma de 2010. Est-ce qu'il y a une initiative des chefs d'État africains, en exercice ou ancien? Est-ce qu'il y a une initiative de l'Union africaine ou de la CEDEAO pour aller discuter avec les leaders politiques ivoiriens? J'ai entendu un grand leader ivoirien dont je ne dirai pas le nom, mais peut-être que vous connaissez, qui disait qu'il ne dit rien de mal en disant au public après de répondre. Attention, je ne suis pas sûr que le centre et la périphérie, que ce soit nécessairement l'invention des politiques. Je suis sénégalais pur jus, pur sang, vous pouvez le voir, mais au Sénégal, on me dit mon lac Katla. Je suis sérieux, entendez ce que je veux dire. Nyom dañuy lac. Non, c'est-à-dire que le mot parler, on lui donne un sens autre pour désigner l'étranger par rapport au Wolof. Lac Katla. Lac Kat, c'est celui qui parle tout, sauf le Wolof. Oui, mais ça c'est pas les politiciens qui ont créé ça, c'est la société qui a créé ça elle-même. Autre chose, sumay mbokki jullit yi, quand vous dites ça, vous pensez à quel groupe? Musulmans. Les catholiques, ils ne sont pas des jullit, ils ne prient pas, ils n'ont pas l'église qui correspond à la mosquée. Mais quand on dit sumay mbokki jullit yi, vous dites les musulmans, les autres, c'est la périphérie. Et ça, ce n'est pas les gouvernants qui ont créé ça, c'est les sociétés, c'est les peuples. Autre chose, tout simplement, c'est une remarque. Pierre Sadé, j'ai été enchanté de tout ce que vous avez dit. Sauf ceci, l'essentialisme de Senghor. Non, Senghor, c'est la réconciliation des contraires. On peut discuter ça, mais je vous dirais, avant de descendre au-delà des plongeurs, dans les hautes profondeurs du sommeil, réconcilier la hauteur et la profondeur,
vous voyez le caractère éminemment réconciliant et réconciliation des contraires chez Léopold Sédar Senghor. On n'a pas beaucoup lu. Le dernier point, c'est ceci. A Walk in the Night. C'est une pièce de théâtre d'Alex Lagouba qui a été le représentant de l'ANC à Cuba. C'est la marginalité sud-africaine sous l'apartheid. Mais la manière dont les personnages d'Alex Lagouba définissent les nuances de couleurs, les Kenyans qui sont là-bas, et vous savez que les Gikuyu sont très noirs, on les décrit alors qu'ils sont cuisiniers dans la cuisine avec la sueur qui vient, et on insiste beaucoup sur leur noirceur d'ébène. On les prend tellement pour des étrangers qu'on les appelle les Swahili. Il y a d'autres descriptions où les gens insistent sur la nature des cheveux, que les cheveux ne sont pas crépus, not kinky, but il y a des nuances sur la couleur de la peau, sur la couleur des cheveux, pour montrer que celui-là, il est métis, celui-là, il appartient à telle tribu, mais celui-là n'appartient pas du tout, c'est l'Africain. En plus de ça, et on l'a dit à plusieurs reprises aux Sud-Africains, les décideurs, les ONG, les structures, on leur a toujours dit, quand vous regardez vers le nord, qu'est-ce que vous voyez? L'Afrique du Sud n'a jamais vu le reste de l'Afrique. Quand l'Afrique du Sud regarde vers le nord, c'est plutôt l'Europe qu'il voit. Parce qu'une Sud-Africaine étudiante m'a dit, une fois que j'étais en visite au Canada, you wait, you from Africa. We're going to get our freedom and we're coming to liberate you. Au moment où l'ANC était soutenu par tous les États africains. Merci beaucoup. 25 millions d'euros. Ils sont en train de discuter avec le gouvernement sud-africain pour voir quelles sont les possibilités de dédommagement. Mais les pertes sont énormes. Bon, je me rappelle aussi qu'en 1989, entre le Sénégal et la Mauritanie, les pertes étaient énormes. Et comme par hasard, hier, on a eu une réunion avec le groupe des réfugiés mauritaniens, dans nos bureaux, hier seulement, qui continue à nous dire, bon, nous ne pouvons pas même tirer de l'argent à une part. Nous ne pouvons pas louer une maison. Donc bref, je crois que le débat est ouvert et les intellectuels comme Penda, comme disait tout à l'heure mon ami Chertidiane, il faut que vous nous aidiez à comprendre ce qui nous arrive et qu'est-ce que nous pouvons faire. Et si cela est analysé aussi dans le cadre de la sécurité, je suis d'accord quand Chertidiane dit ça, c'est compliqué. Voilà, vous avez la parole. Ensuite, on a Bouba. Donc, il y a un débat dans le débat. C'est le débat entre mon voisin et moi. Je vous promets que j'en ferai une mission personnelle. Et je suis presque convaincu que je vais réussir cette mission, vaincre son scepticisme sur la question des États-Unis d'Afrique. Non, avant le débat public, la diplomatie que tu as pratiquée, que j'ai pratiquée, nos ancêtres disaient que quand un conflit n'est pas réglé, c'est que les vieux n'ont pas porté leurs chaussures la nuit. Donc lui et moi, on se verra, l'affection va jouer, les sentiments fraternels vont jouer, mais aussi les arguments politiques et scientifiques. Je suis convaincu, autant qu'il est pour l'instant pas convaincu, que les chevauchées solitaires, ce que nous appelons les chevauchées solitaires de nos États, ont mené à l'échec collectif. Nos États ont choisi des chevauchées solitaires et le résultat n'est pas brillant. Il est même tragique. L'Afrique pouvait jouer à côté de l'Inde et de la Chine parmi les World Global Players. L'Inde est un exemple très intéressant pour nous. Plus d'1 milliard d'habitants. 6400 castes. 2800 langues plutôt. 2800 langues. Et ils disent nous sommes fiers d'être la nation indienne. Je prie moi qu'un jour on puisse dire nous sommes fiers d'être la nation africaine. Et l'Afrique dont il parlait au départ, c'est de cette Afrique que je parle. Nkrumah disait qu'ils nous ont pris toutes nos îles, que ce n'est pas intelligent qu'on pousse des régions de l'Afrique vers les autres. On a besoin de toutes les régions de l'Afrique, l'Afrique du Nord,
du sud, du centre, de l'est et de l'ouest, pour former ce grand ensemble. Si demain on est 2,4 milliards d'Africains, si on continue de contrôler un tiers à 40% des ressources naturelles du monde, et si on a le leadership que nous cherchons, l'Afrique sera une puissance mondiale. Nous en sommes convaincus. Et ne serait-ce que cela, et si nos pays leaders acceptent de jouer le rôle de leadership, moi je trouve qu'on a mené une grande bataille pour que le Nigeria accepte la fonction de pays leader. Mais quand le Nigeria a fait semblant de l'accepter, je le dis aux amis nigériens, donc je peux le dire ici, en même temps, c'est comme s'ils ont peur de cette responsabilité. L'Afrique du Sud, on espérait qu'ils puissent jouer là-bas, en Afrique australe, et tout le monde était comme un bloc. Botswana, Namibie, Zimbabwe, systématiquement autour des positions de l'Afrique du Sud, du temps de Thabo Mbeki, bien sûr. Tout cela n'a pas donné les résultats escomptés. Et comment nous inviter aussi à éviter que la loyauté régionale compétisse avec la loyauté continentale. Je disais que l'Afrique nous appartient. C'est là où j'essaie de clarifier avec mon ami Vieux Savané. C'est peut-être la passion du langage qui m'a fait dire que pourquoi les Occidentaux, les amis occidentaux, les amis asiatiques aiment nous rappeler que l'Afrique n'est pas une, l'Afrique est plurielle. Je disais que mais est-ce que chez eux, l'Asie n'est pas plurielle? Les États-Unis d'Amérique, c'est 50 États. Et j'ai toujours donné l'exemple. J'ai dit, qu'est-ce que le Californien a à voir avec le Texan, avec le New-Yorkais, avec le gars de Utah? Il n'y a pas une entité humaine qui n'est pas plurielle. L'Afrique est forcément plurielle. Mais cette pluralité, au lieu d'être une richesse pour nous, les gens l'exhibent tout le temps pour dire, vous êtes tellement différents. Vous parlez 1000 langues, vous ne comprenez sur rien du tout. Et vous ne vous aimez pas entre vous. Vous n'avez pas une histoire commune. Tout ça, les Charentes Diop vous ont raconté des histoires. C'est ce qu'on essaie de nous vendre. Quand je parle de l'Afrique étant une, je parle peut-être de l'entité africaine, telle que je la conçois, mais riche de sa diversité, de sa grande diversité. Et là, vraiment, je pense on n'a pas de divergence fondamentalement. Peut-être que le mot m'a échappé, je le retire, mais je me glorifie du fait que nous avons une entité que j'appelle l'Afrique, qui est un continent que nous pouvons bâtir et bâtir autrement. Parce que rien ne peut justifier ce qui est arrivé à la RDC. Les Kouroumas étaient tellement enthousiastes par la situation de la RDC. Ils pensaient que même à partir du barrage d'Inga, on pouvait avoir non seulement de l'électricité dans toute l'Afrique, mais l'Afrique, dans les années 60, pouvait être exportatrice d'énergie. Où est-ce qu'on en est? Voilà des questions qui prouvent que le barrage de Souapiti en Guinée, vous vous rappelez en Afrique de l'Ouest, CEDEAO, on en a parlé. Plus rien. C'est ça les grands projets qui meurent, des pays qui sont enclavés. Vous avez Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie. On partage presque tout. On s'est arrangé pour en faire 3 États, parlent français, anglais, portugais. Et ensuite, la Casamance coincée entre les deux a voulu partir. Dieu merci, on est en train, on a peut-être réglé le problème. Et voilà que même le cas du Sénégal, on a essayé de nous convaincre qu'un pays pouvait avoir un nord et un centre et ne pas avoir de sud. C'est-à-dire qu'ils voulaient coûte que coûte détacher. La Gambie, ils ont réussi, et la Casamance aussi, ils voulaient faire cela. Donc c'est pour dire que le piège est là. Le verre est dans le fruit. Chaque fois qu'ils pourront encore continuer à nous convaincre. Moi, j'ai fait 3 ans en Centrafrique comme envoyé spécial, mais ils ont tout fait pour les convaincre que la vraie solution de la crise centrafricaine, c'est que le nord musulman parte et le sud chrétien parte. Mais c'est faux, le nord n'est pas musulman. Il y a des chrétiens au nord, il y a des musulmans au sud, vers le Cameroun. Et à force d'imaginer et de jouer ce jeu, certains ont mordu à ça. Donc partout, ils essaient de balkaniser davantage l'Afrique. C'est pour ça que les panafricanistes, ceux qui veulent les États-Unis d'Afrique, lancent un cri du cœur partout où ils sont. Ce n'est pas un faux débat, ce n'est pas un débat ancien, c'est un débat d'aujourd'hui. Merci. Bon, moi, c'est 2 mots à partir de la réaction de Bouba Diop et de Savané. Bouba, ça me conforte encore dans la thèse que j'ai toujours défendue, que tu as déserté tes responsabilités de savant. C'est-à-dire, il nous faut de vrais intellectuels. Je ne parle pas de ceux qui savent manier les verbes. Je vous dis, c'est ceux qui ont la connaissance et le savoir. Depuis Cheikh Anta Diop, nous n'avons pas réussi à faire émerger l'intellectuel de dimension continentale. Alors que Bouba, tu avais les possibilités et tu ne l'as pas fait. Ton discours tout à l'heure sur la question linguistique
éclaire beaucoup de personnes. Et ça m'amène à dire que notre problème, c'est l'égoïsme des intellectuels et des politiques. L'égoïsme des intellectuels qui ont renoncé à leurs responsabilités, à leur liberté, à leur indépendance, pour être à la solde d'intellectuels, des politiques. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce sont des intellectuels qui ont théorisé l'ivoirité au point d'amener des Afinghanistan à déclarer dans les documents que j'ai tout à l'heure qu'il y avait entre 40 et 50%, 40 et 40%, 45% d'étrangers en 1998. Et quand nous sommes allés dans les documents officiels, il y avait 26% d'étrangers et le nombre d'étrangers avait même baissé par rapport à 1988. C'était ça la réalité. Mais le même problème, on va le retrouver aujourd'hui au Sénégal. L'ethnicisation qui est rampante au Sénégal est le fait d'hommes intellectuels qui ont bel et bien voulu théoriser cela. On le sait dans les couloirs et qui ont utilisé un régime antérieurement au régime actuel. Nous savions ce qui était en train de se tramer et le régime actuel a été l'opportunité pour eux de le faire. Et il faut que les Sénégalais ouvrent les yeux. Et il y a un journaliste, Halpula, qui a dit « c'est très heureux qu'on ait une ethnie majoritaire qui soit pacifique. Parce que ça aurait été dans n'importe quel autre pays, on serait entré dans un conflit. Heureusement qu'il y a des sagesses au Sénégal et des mécanismes liés à un esprit de tolérance extraordinaire de cela qu'on pense taxer les autres de manière xénophobe, ce qui n'est absolument pas vrai. Donc, quand on va chez les Saraholais au sud, mais pour eux, c'est eux les hommes, les autres ne sont pas des hommes. Donc nous savons que dans tous les peuples, l'ethnocentrisme existe. On ramène tout à soi, mais aussi, je crois, l'altérité, comme disait Bouba, c'est d'accepter l'autre dans ce qu'il est, à la fois dans ses limites et dans ce qu'il a de beau. Et pas simplement, et je crois que toutes les difficultés que nous avons, ce sont les intellectuels qui essaient d'expliquer des choses qu'ils ne comprennent absolument pas. Et c'est ça le véritable problème que nous avons aujourd'hui au Sénégal. Et je pense que des gens comme Bouba doivent prendre la parole et expliquer. Maintenant, pour terminer, face à l'égoïsme des intellectuels qui sont à la solde d'hommes politiques aussi, qui n'ont aucune visée pour l'Afrique, pour moi, c'est la société civile qui doit faire le boulot, quoi que ça puisse lui coûter. Je ne vois pas d'autre alternative. Parce qu'il ne sert à rien de continuer. On sait tous, on a fait le diagnostic. La question, c'est aujourd'hui le comment. Et je pense qu'il y a un forum social. Nous devons redéfinir le forum social par rapport à ces premières missions. Je crois qu'avec le tournant aujourd'hui qu'on est en train de connaître, il y a bel et bien une mission nouvelle que le forum social doit être capable d'assumer. Moi, c'est comme ça que je vois aujourd'hui les choses. Mais c'est vrai, la Côte d'Ivoire, on a regardé ce que font les autres, mais le Sénégal aussi est à la limite dans la même dynamique, peut-être dans une logique tout à fait différente, et peut-être des mécanismes et des supports que les autres n'ont pas, qui nous évitent pour le moment, je dis bien pour le moment, d'aller dans le sens négatif qu'on a connu dans les autres peuples. Donc on aura le travail. Une fois, je me suis même aventuré à dire qu'il nous faut un coup d'état militaire dans ce pays. Et number one se lève pour me dire « Ah non, moi nous on est de Saint-Cyr ». Je dis « Qu'est-ce que ça veut dire Saint-Cyr pour moi ?» Et me dit « Je prends sa place, puisque mes terres sont là. Je peux aller loin jusqu'à la région de Kolda, puisque mes enfants sont de Kolda. Je n'ai jamais parlé de ça. Mais aujourd'hui, pour la nécessité et l'avenir de ce pays, il faut que les intellectuels sénégalais se réveillent. Pourquoi je suis invisible? Je me pose toujours la question, puisque c'est devenu très difficile pour moi d'être en public. Puisque souvent, on me le dit. Et je vais le dire puisque je le vis. Puisque je ne devrais pas le vivre. Parce que depuis 30 ans, j'avais réussi une forme de résilience interne. Pas la résilience dont on parle, mais la résilience d'appartenance. Puisque je suis au cœur de la formation des enfants de ce pays. Je ne peux pas ne pas intervenir dans l'espace public parce que je n'étais pas venu pour manger. J'étais venu pour suivre. J'ai rejoint. J'étais venu pour suivre. J'ai rejoint. Et je vais confirmer quelque chose. Moi, je ne prends plus l'AC4 comme une insulte, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça me permet de comprendre que je suis bilingue. Parce que quand on me dit l'AC4, on est en train de parler de mon accent sous-jacent à la langue Wolof. Puisque je me
hasarde toujours à aller dans les émissions wolof pour arracher la langue. Parce que je viens de Mauritanie, où la xénophobie était forte, où on a voulu nous imposer l'arabe par l'administration. Et c'est qui? Ce sont les intellectuels. Je n'aime pas le terme de peuple, je l'utilise plus. Je préfère le terme de population. Parce que l'idée darwiniste qui est à l'intérieur du terme de population permet de comprendre qu'on peut intégrer, il n'y a pas de seuil d'intégration. Actuellement, depuis 9 mois, je travaille sur un transit. De la rue Armand-Engrand jusqu'à Ouakam, je marche. Je fais toutes les rues pour comprendre exactement comment on peut régler ces problèmes de xénophobie qu'il y a, qui est en train d'apparaître, qui est là depuis très longtemps, hein, mais qui réapparaît sérieusement. L'exemple que naissent les Guinéens est un exemple traumatique que je vis depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est encore plus dangereux, parce que j'en discute. Informellement, chaque jour que Dieu fait, je suis dans Rebus et la Médina avec des groupes où je discute, parce que je fais un travail. Je crois que c'est ça qu'il faut réveiller. Il ne faut plus se cacher la réalité du Sénégal. J'ai toujours dit que le Sénégal, c'est le verrou de l'Afrique de l'Ouest. Le professeur Boubacar Bari a dit que c'est un Finistère. Oui, parce que la citoyenneté sénégalaise n'a été bâtie qu'avec la citoyenneté ouest-africaine. Il faut que les gens se détrompent. Parce que l'espace de Saint-Louis était un espace ouest-africain. Dakar était ouest-africain. Donc vous ne pouvez pas échapper à la réalité. La résurgence des identités qui est en train de se faire dans tous les pays du monde nous concerne. Mais moi, ce qui me concerne, c'est le Sénégal. C'est l'Afrique de l'Ouest. Je m'excuse. Un mot sur l'idée de Ouihili Ladé. Aujourd'hui, après 30 ans, je sais ce que c'est. Être dans l'Adé, c'est être là où tu n'as pas grandi, où tu n'as pas d'amis d'enfance. Parce que la solitude va tuer. Je suis en train de mourir de solitude.